Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr, à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil,
Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a deux problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. Imagine une planète errante, un vagabond cosmique que personne ne voudrait raccompagner à la maison. En gros, une planète errante a déjà été éjectée de son propre système stellaire et flotte désormais sans but dans l'espace, comme un cow-boy solitaire cosmique. Ces planètes ne sont pas purement théoriques, elles existent et les scientifiques en ont même détecté dans notre galaxie. En fait, les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir beaucoup de ces cosmonomades flottant autour de la Voie lactée. Et ce ne sont pas seulement de petits univers rocailleux comme la Terre. Certains d'entre eux sont des géantes gazeuses massives, plusieurs fois plus grandes que Jupiter.
Ces mastodontes pourraient potentiellement avoir leur propre lune et même leur propre mini-système en orbite autour d'eux. Par exemple, l'une des planètes errantes les plus célèbres que nous connaissons porte un nom compliqué. Tiens, tu le lis toi-même. Elle est située à environ 80 années-lumière de la Terre et elle a été découverte en 2013. Sa masse est estimée à environ 6 fois celle de Jupiter et elle serait âgée d'environ 12 millions d'années. Et oui, ce n'est pas parce que ces solitaires cosmiques n'ont pas d'étoiles qu'ils sont méga froids. Ils peuvent encore générer de la chaleur et de la lumière à partir de leurs propres procédés internes. Certains peuvent même avoir des champs magnétiques et des aurores, tout comme la Terre. En d'autres termes, les planètes errantes pourraient potentiellement être habitables si elles réunissaient les bonnes conditions. Alors, à quoi ressemblerait la vie sur une telle planète? Et pourrions-nous éventuellement vivre dans un tel monde? Eh bien, exister sur une planète errante peut être une existence très solitaire. Il n'y a pas de soleil pour se prélasser, pas d'atmosphère douillette pour se blottir et pas de voisins cosmiques avec qui faire un barbecue. Ouch! C'est pourquoi il faut faire preuve de créativité. Commençons par le problème le plus évident. Il sera difficile de se passer de lumière et de chaleur. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Eh bien, nous devrions probablement investir dans des chauffages spatiaux très sophistiqués et porter des combinaisons spatiales dernier cri et super chaudes. Nous pourrions aussi inventer une toute nouvelle façon de produire de l'électricité sans dépendre de l'énergie solaire. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'énergie géothermique? Ça, c'est du sérieux. Chaque planète possède une source de chaleur interne. Sans elle, elle ne serait que des roches froides et sans vie flottant dans l'espace. Cette source de chaleur pourrait être exploitée et utilisée pour tout alimenter, des maisons aux usines en passant par les vaisseaux spatiaux. C'est comme si tu avais un jacuzzi assez grand pour alimenter une ville entière. Et cette ville sera très assurément située sous terre, au plus près de la source de chaleur. Concernant la lumière, il nous faudrait probablement fabriquer des lampes de poche ultra puissantes. Ou peut-être même apprendre à créer génétiquement des organismes bioluminescents pour éclairer nos maisons. Imagine des bases spatiales envahies de champignons et de plantes fluorescentes. D'ailleurs, en parlant de plantes, la présence de végétaux serait assez difficile à obtenir sans étoiles. Alors, que mangerions-nous? Eh bien, nous pourrions utiliser les mêmes sources géothermiques dont nous avons parlé, ou certaines réactions chimiques pour subvenir à nos besoins. Et peut-être que nous développerions un goût pour les aliments riches en soufre ou que nous commencerions à fermenter nos propres boissons à partir de la boue volcanique bouillante. Miam! Mais outre la nourriture, nous avons un problème plus important. Vivre sur une planète errante serait à couper le souffle, littéralement, car nous n'aurions pas d'air. Tu vois, toutes les planètes errantes n'ont pas une atmosphère viable et stable. Tout dépend de leur taille, de leur composition et d'autres facteurs. Mais même si notre nouvelle maison avait une atmosphère, elle pourrait être incroyablement fine et précaire. Nous n'aurions pas de joli ciel bleu ou de coucher de soleil spectaculaire à admirer. Au lieu de cela, nous regarderions dans le vide infini de l'espace où les étoiles seraient plus brillantes que jamais. Et oublie les phénomènes météorologiques. Sans atmosphère pour les créer, nous n'aurions ni pluie, ni neige, ni orage. Et ce ne sont là que les plus mineurs des problèmes. Le pire, c'est que la température de la planète fluctuerait énormément, passant d'une chaleur insoutenable à un froid insupportable. Ce serait comme vivre dans un four que l'on allumerait et éteindrait en permanence. Et enfin, nous serions exposés à toutes sortes de débris spatiaux et de radiations cosmiques. Alors, si tu ne veux pas te transformer en chips, tu devrais investir dans une excellente protection solaire. Mais comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Il faudrait trouver un moyen de produire notre propre oxygène et probablement créer quelque chose comme une biosphère de l'air spatial. Par exemple, nous pourrions faire pousser des plantes capables de générer de l'oxygène, ou nous pourrions apprendre à filtrer l'air comme le ferait un purificateur de haute technologie. Enfin, il nous reste le dernier problème le plus important, trouver de l'eau. Et c'est là que les océans sous-marins nous viennent en aide. Là, nous plongeons vraiment au cœur des possibles. Mais sérieusement, les scientifiques suggèrent que certaines de ces planètes pourraient effectivement posséder des océans sous-marins. Ce serait comme vivre sur un ballon d'eau géant qui aurait été enfoui sous terre avec un sol sous tes pieds fait de glace et de roches. En d'autres termes, nous pourrions tout simplement puiser dans ces océans souterrains. Ils pourraient nous fournir une source d'eau pour la boisson, l'agriculture et la fabrication. Peut-être même d'autres ressources et matériaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Et à propos, qui sait quelles créatures étranges pourraient se cacher dans ces mers souterraines? Mais rassure-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Même si nous n'avons pas d'oasis souterraine, il existe encore d'autres options. Nous pourrions obtenir de l'eau des comètes, de l'extraction de glace et même de l'atmosphère, celle que nous venons de créer tout à l'heure. Enfin, nous devons trouver et extraire des ressources pour construire nos maisons et d'autres choses. Et une planète errante n'a pas forcément le même type de ressources que celle en orbite autour d'une étoile. C'est comme essayer de trouver des trésors dans un désert. Ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Il se peut que nous devions compter sur les ressources des astéroïdes proches et d'autres choses de ce genre. Et si nous voulons extraire des ressources de la planète elle-même, nous devrons peut-être percer des kilomètres de glace et de roches. Mais si tu es prêt à relever le défi, il y a toujours une chance que tu fasses fortune sur une planète errante. Et qui sait, peut-être découvriras-tu de nouvelles ressources encore plus précieuses que l'or ou les diamants. Super! On dirait que nous avons résolu les problèmes les plus importants. Il pourrait y avoir encore d'autres petites difficultés. Par exemple, nous devrions également faire face à des jours et des nuits très longs en fonction de la vitesse de rotation de notre planète. Et nous n'aurions pas un cycle jour-nuit normal et régulier. La rotation de notre planète pourrait être totalement imprévisible. Peut-être aurions-nous des semaines de nuit suivies de semaines de jours, ce qui pourrait vraiment perturber nos horaires de sommeil. Nous devrions peut-être mettre au point un café particulièrement fort pour tenir le coup pendant ces longues et sombres nuits. Mais théoriquement, nous pouvons nous adapter à toutes ces choses et surmonter tous les défis. Et enfin, bienvenue sur la planète errante, là où le soleil ne se lève jamais, mais où les aventures ne s'arrêtent jamais non plus. Grâce à notre technologie avancée, nous avons réussi à créer un environnement confortable et habitable dans ce monde autrefois stérile. Le ciel au-dessus de nous est maintenant d'une belle nuance de bleu, rempli de nuages blancs duveteux et d'un troupeau occasionnel de créatures volantes. Que demander de plus ? Lorsque nous nous aventurons hors de nos habitats souterrains, nous sommes accueillis par un monde plein de surprises. Des plantes et des animaux étranges se sont adaptés aux conditions uniques de cette planète, certains ayant des caractéristiques bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. Et fais attention si tu veux aller nager dans les océans souterrains. Il pourrait abriter des créatures bizarres qui veulent se régaler de... tu vois ce que je veux dire, non ? Peut-être. Comme tu peux le constater, nous avons créé des villes tentaculaires et des communautés prospères, alimentées par l'énergie géothermique de la planète. Nous avons également créé un tas de sources de lumière artificielle qui éclairent les nuits sombres et froides. Bien sûr, nous avons encore quelques problèmes de guidage et de mesure du temps, mais les choses ne sont pas aussi ennuyeuses qu'avant, n'est-ce pas ? Dans l'ensemble, vivre sur une planète errante aurait certainement ses défis, mais cela pourrait être aussi une façon assez excitante de découvrir l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous trouverons une telle planète et la transformerons en une métropole intergalactique animée. Mais d'ici là, profitons de notre chère Terre et protégeons-la. Et si nous vivions dans un monde où la Lune et le Soleil échangeaient leur place ? Oui, je sais à quoi vous pensez. Les conséquences seraient énormes et catastrophiques. Mais voici une perspective intéressante. Et si nous survivions malgré tout ? À quoi ressemblerait notre vie dans ce nouveau monde et que se passerait-il dans le système solaire ? Nous allons le découvrir. Commençons par la Lune. Saviez-vous que c'est la Lune qui cause les marées sur Terre ? Vous savez ce phénomène qui fait que l'océan avance et recule comme s'il jouait à un match de beach-volley ? On doit cela à la force gravitationnelle de notre satellite. Et grâce à la Lune, la rotation de la Terre reste stable. C'est assez important si on ne veut pas finir comme Uranus, qui tourne sur le côté. Pauvre petit Uranus. En outre, elle nous sert aussi de bouclier, nous protégeant de certains des rayons cosmiques les plus nocifs, des astéroïdes et des débris spatiaux, comme un vrai garde du corps. Et sans notre satellite, nous pourrions même ne pas exister pour profiter du bon temps et faire des blagues. Certains scientifiques pensent que la Lune a joué un rôle crucial dans le développement de la vie sur Terre. Sans son attraction gravitationnelle, notre climat serait incroyablement erratique. Et selon eux, la Lune aurait même redistribué l'eau sur notre planète. Et nous savons tous que l'eau signifie la vie. Quant au Soleil, nous savons tous combien il est important. Il fournit de la lumière, de la chaleur et de l'énergie à toutes les planètes. Mais comme tout bon hôte, lors d'une fête, le Soleil peut parfois être un peu trop intense. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'une étoile extrêmement puissante et massive avec une température de surface approchant les 5540 degrés Celsius. Si nous n'avions pas notre couche d'ozone,
nous brûlerions tous instantanément. La distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Les scientifiques ont pris cette distance et l'ont transformée en une unité de mesure, une unité astronomique ou UA. La distance la plus proche à laquelle la Terre pourrait s'approcher du Soleil sans être complètement détruite est d'environ 0,9 UA. D'un autre côté, si nous nous éloignons trop, plus de 1,2 UA, notre planète se transformerait en boule de neige. Nous avons donc eu beaucoup de chance. À côté de ça, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 0,002 UA, soit 3,642 km. C'est vraiment super proche. Maintenant que nous connaissons l'importance du Soleil et de la Lune, et à quel point leur position affecte notre monde, essayons de les échanger. Le résultat ne peut pas être si mauvais. Tout d'abord, imaginons un instant que le Soleil se trouve à la place de la Lune. Vous savez probablement déjà ce qui nous arriverait. La chaleur intense et les radiations du Soleil seraient comme le pire sauna du monde. La température sur Terre augmenterait super vite. Toute forme de vie se transformerait en un instant en un tas de cendres. Mais la destruction ne s'arrêterait pas là. L'atmosphère et les océans seraient emportés par les vents solaires, laissant la planète exposée et vulnérable aux radiations et aux particules provenant du Soleil. Ce serait comme si un énorme sèche-cheveux spatial, à pleine puissance, soufflait d'un coup tout ce qui se trouve sur Terre. Oubliez la fonte des calottes glaciaires. La planète entière ne serait plus qu'une immense flaque. Mais il s'agit là d'une hypothèse fondée sur la science. Quel ennui! Maintenant, imaginons que nous survivions d'une manière ou d'une autre survivre à cette catastrophe. Par exemple, avec l'aide d'une technologie super avancée qui nous empêcherait de finir grillés. Tout d'abord, même si notre planète réussissait à survivre, la situation serait tout de même assez torride, car le Soleil continuerait à émettre beaucoup plus de chaleur et d'énergie que la Lune. Et puis, contrairement à la Lune, qui traverse des périodes d'obscurité, le Soleil dispose d'une source d'énergie constante grâce à la fusion nucléaire. Ainsi, au moins, nous n'aurions pas à nous inquiéter d'avoir froid, mais nous transpirerions abondamment dans notre sommeil. Bien sûr, toute cette chaleur en plus aurait de sérieuses conséquences sur nos écosystèmes. Les plantes et les animaux devraient donc s'adapter pour survivre, et nous verrions des changements majeurs dans la façon dont fonctionne la vie sur Terre. Imaginez la confusion des animaux nocturnes. Sans la Lune, ils n'auraient aucune idée de comment s'orienter et chasser. Alors, que ferions-nous dans ce nouveau monde excessivement chaud ? Eh bien, peut-être que nous construirions des serres très sophistiquées qui piégeraient toute cette chaleur. Ou nous utiliserions de grands miroirs et d'autres surfaces réfléchissantes pour réguler la quantité de lumière que recevrait la Terre. Ensuite, nous avons la gravité du Soleil. Nous avons dit plus tôt que la force gravitationnelle de la Lune est exactement ce qu'il faut pour stabiliser l'orbite de la Terre. Du coup, si nous la remplacions par une très grosse étoile, les choses deviendraient assez folles. Nous assisterions à des changements extrêmes dans les saisons, le climat et toutes sortes de choses liées à la météo. Notre vie quotidienne, ce serait un peu comme d'essayer de danser sur un pied pendant un tremblement de terre. La Terre se mettrait à tourner sur elle-même extrêmement vite. Nos journées seraient plus courtes, nos nuits plus longues, et ce serait le chaos pour les horaires de boulot et les anniversaires. Existe-t-il un moyen de corriger cela ? Hypothétiquement, nous pourrions utiliser de gigantesques vaisseaux spatiaux ou d'autres technologies pour ajuster artificiellement l'orbite et la rotation de la Terre. Par exemple, en lançant des fusées ou des remorqueurs qui pousseraient lentement notre planète vers une nouvelle orbite plus stable et plus cohérente. Mais ce n'est pas tout. Toute cette gravité affecterait nos marées de manière spectaculaire. Nous aurions des vagues tellement hautes que les surfeurs auraient besoin de bouteilles de plongée pour pratiquer leur sport. Et imaginez-vous en train de piloter un bateau au milieu d'un ouragan tout en faisant du rodéo. La Lune mélange les nutriments dans l'océan et est d'une grande aide à la vie marine. Mais si nous échangions le Soleil et la Lune, ces eaux riches et pleines de vie disparaîtraient très vite. L'océan deviendrait une soupe sans vie, avec rien d'autre que des algues et du plancton pour nous tenir compagnie. Nous serions obligés de nous rabattre sur des sandwichs aux algues et de boire de l'eau traitée pour survivre. Et soyons réalistes, personne ne voudrait d'un monde sans sushi.
Alors, que faire? Nous pourrions essayer de créer des marées artificielles ou d'imiter l'attraction gravitationnelle de la Lune sur l'océan. Par exemple, en utilisant des pompes ou d'autres mécanismes qui déplaceraient de grands volumes d'eau et créeraient un effet de marée. Ou nous pourrions essayer d'aider la vie marine à s'adapter au nouvel océan, moins riche en nutriments, peut-être en développant la pisciculture ou l'aquaculture. Enfin, n'oublions pas le rayonnement. Le Soleil est une véritable usine à radiation. Elle pourrait sérieusement perturber notre santé et nos appareils électroniques. Vous pensez que votre téléphone est fragile? Imaginez ce qu'il deviendrait lors d'une énorme éruption solaire. Nous aurions donc besoin d'une technologie de protection très avancée. Des matériaux capables de résister à des températures plus élevées que le plus fort des piments rouges et des champs magnétiques suffisamment puissants pour dévier les particules chargées. Ah oui, et des tonnes de crème solaire. En bref, si nous remplacions la Lune par le Soleil et que nous réussissions par miracle à éviter la grosse cata, notre monde serait complètement différent de celui que nous connaissons. Mais la Terre ne serait pas seule à ressentir ces effets. Que se passerait-il donc pour le reste du système solaire? D'abord, si le Soleil, avec sa puissante attraction gravitationnelle, prenait la place de la Lune, les orbites des autres planètes se verraient sérieusement chamboulées. Nos voisines seraient projetées dans toutes les directions comme des autotamponneuses. Et elles souffriraient elles aussi de la personnalité ardente du Soleil. Comme nous, il leur faudrait faire face aux radiations et aux particules chargées. Enfin, le champ magnétique du Soleil est incroyablement puissant. Et s'il prenait la place de la Lune, les autres planètes seraient contraintes de danser à son rythme. Cela provoquerait partout des tempêtes électriques, des aurores et d'autres effets complètement fous. Et qu'arriverait-il à la Lune elle-même? Hélas, son règne au centre de notre système solaire ne durerait pas très longtemps. Il est fort probable qu'elle se mette à orbiter autour du Soleil et soit engloutie par ce dernier, ou qu'elle s'envole tout simplement très loin de chez nous. Alors voilà, notre petite farce cosmique a terriblement mal tourné. Mais c'était fictif. Et nous pouvons être reconnaissants que ce scénario soit physiquement impossible. Continuons donc à profiter de la Lune et du Soleil qui nous donnent la vie à des distances idéales. Imaginez un puissant géant comme le Soleil, confronté à un petit mais puissant adversaire, un petit trou noir. La collision est imminente et le sort du système solaire est en jeu. Le Soleil pourra-t-il résister à l'intense attraction gravitationnelle d'un petit trou noir, ou sera-t-il englouti tout entier? La réponse réside dans les forces en jeu dans cette collision cosmique époustouflante, et nous allons voir tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Comme un aspirateur cosmique, il absorbe tout ce qui s'approche de lui. Il est si massif qu'il déforme le tissu de l'espace-temps tout autour de lui. Les trous noirs sont parmi les objets les plus effrayants et mystérieux de l'univers. Une force puissante de la nature qui défie notre compréhension de la physique. Une véritable énigme de l'univers. Les trous noirs existent en différentes tailles. Il y en a des petits qui ne font que quelques kilomètres de large, et des très grands qui sont des milliards de fois plus massifs que le Soleil. La plupart se forment suite à l'effondrement d'étoiles massives. Une fois le trou noir formé, il commence à grandir en dévorant tout sur son passage. Et si deux trous noirs ou plus entrent en collision, ils peuvent fusionner en un monstre cosmique énorme. Mais qu'en est-il des plus petits? Les plus petites trous noirs connus portent le nom de trous noirs stellaires. C'est un type de trou noir qui pèse entre 3 et 10 masses solaires, tout en étant minuscule. C'est comme si l'on prenait toute la matière du système solaire et qu'on la comprimait dans un espace de la taille de New York. Voilà ce qu'on considère comme très petit. À titre de comparaison, les trous noirs dits intermédiaires pèsent entre 100 et 1000 masses solaires. Et les trous noirs supermassifs ont une masse égale à des milliards de soleils. Et sont incroyablement grands. Ainsi, les trous noirs stellaires ne sont rien comparés à ces monstres. Imaginez une étoile massive, plus grande que notre Soleil, avec un cœur composé de combustible nucléaire et brillant de 1000 feux et à haute température. Cependant,
À mesure que l'étoile consomme son carburant, la gravité prend le dessus et commence à comprimer l'étoile. Plus elle la comprime, plus sa température augmente. Jusqu'à ce que le noyau de l'étoile atteigne une température de plusieurs milliards de degrés. Enfin, le noyau s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Cela crée une explosion immense, une supernova. Cet effondrement crée une singularité, soit un point de densité et de gravité infinie. Ce point est entouré par un horizon des événements, la frontière invisible au-delà de laquelle rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper. Et juste comme ça, voilà. Un trou noir stellaire est né. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Les trous noirs stellaires sont les trous noirs les plus courants que nous connaissons. On trouve ces gars-là un peu partout dans notre galaxie. Alors, quelles sont les chances qu'un de ces petits monstres vienne embêter notre Soleil? Et dans ce cas, que nous arrivera-t-il? Eh bien, en réalité, la probabilité que le Soleil entre en collision avec un trou noir est incroyablement faible. C'est même presque impossible. Bien que les trous noirs stellaires soient dans le type de trou noir le plus courant dans notre univers, ils ne sont pas du tout communs. La probabilité que le Soleil et un trou noir se croisent est si rare que vous auriez plus de chances de gagner au loto 2 fois de suite, et ce serait beaucoup moins agréable. À l'heure actuelle, le trou noir le plus proche de notre système solaire est Gaïa BH1. Il est environ 10 fois plus lourd que notre Soleil, et il se trouve à environ 1600 années-lumière de nous, ce qui représente pas mal de chemin. On peut donc dire que notre Soleil n'a pas grand-chose à craindre, mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Comme avec n'importe quel événement astronomique, nous devons comprendre les différentes manières dont quelque chose comme cela pourrait se produire. Par exemple, un trou noir vagabond pourrait traverser notre système solaire, comme le font régulièrement les comètes et les astéroïdes. Malheureusement, contrairement à ces objets, les trous noirs sont invisibles et ne peuvent être détectés que par leur attraction gravitationnelle. Ce n'est donc pas comme si nous verrions un grand trou noir menaçant se précipiter vers nous. Plutôt, nous ne le remarquerions que par les perturbations qu'il causerait dans les orbites des différents objets à proximité. Alors, que faire maintenant? Nous savons que le Soleil est une étoile massive et lumineuse au centre de notre système solaire. Il a environ 4,5 milliards d'années et dispose de suffisamment de carburant pour durer encore 5 milliards d'années. Cette étoile est tellement grande qu'il est même impossible de se représenter son immensité. En fait, si vous mettiez toutes les planètes de notre système solaire dedans, il resterait encore pas mal de place. Et il est tellement massif qu'il contient presque 100% de la masse totale du système solaire. Il est donc difficile d'imaginer comment un petit trou noir insignifiant, des milliers de fois plus petit que notre étoile, pourrait la dévorer. Et vous avez raison, cela n'arrivera pas. Du moins, pas complètement. Alors, imaginez qu'un trou noir solitaire arrive dans notre système solaire et commence à se rapprocher du Soleil. À mesure qu'il se rapproche, son immense gravité commence à tirer de la matière de la surface du Soleil. Le Soleil commence à s'étirer et à se déformer. On appelle ça la spaghettification. Imaginez un élastique étiré jusqu'à ce qu'il casse. C'est à peu près ce qui lui arriverait. Tous ces matériaux rassemblés forment bientôt un disque tourbillonnant autour du trou noir. Un disque d'accrétion. À mesure que de plus en plus de matière est attirée, le disque se réchauffe et commence à émettre un rayonnement intense. Et à mesure que notre bel astre se laisse prendre dans ses sombres filets, d'énormes quantités d'énergie, sous forme de lumière et de chaleur, sont libérées. Le Soleil devient beaucoup plus lumineux et plus chaud. Ces couches externes se vaporisent, créant un immense nuage de gaz et de poussière qui s'étend sur de vastes étendues. Un vrai feu d'artifice cosmique, mais avec des conséquences terribles. Ce serait en effet un très impressionnant spectacle, mais nous ne serions pas là pour l'admirer. Comme vous l'avez peut-être deviné, la Terre passerait un sale quart d'heure. La radiation intense et la matière solaire provoqueraient d'immenses feux de forêt, et la chaleur intense vaporiserait les océans. Notre planète baignerait dans un flux constant de particules à haute énergie, et l'atmosphère serait ionisée. En résumé, les chances de survie de toute forme de vie seraient proches de zéro. Et cette collision aurait des conséquences considérables, non seulement pour la Terre, mais pour tout le système solaire. La radiation intense et la chaleur vaporiseraient tout sur leur passage. Toutes les planètes seraient détruites. Mais le Soleil étant un objet beaucoup plus grand qu'une étoile typique, il ne se laisserait pas complètement dévorer par le trou noir. Il serait considérablement déformé et perturbé, ça oui. La gravité intense du trou noir entraînerait l'arrachement de ses couches externes, créerait une explosion massive, un événement de rupture par effet de marée. Mais de toute manière, à la fin, le trou noir l'emporterait.
il grandirait et un nouveau disque d'accrétion se formerait autour de lui. Comme nous l'avons vu, la collision du Soleil avec un trou noir, qu'il soit minuscule ou stellaire, serait un événement catastrophique. Mais heureusement, comme nous l'avons déjà mentionné, la probabilité d'une telle collision est extrêmement faible. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions arrêter d'étudier les trous noirs et leur impact potentiel sur l'univers. Plus nous en apprenons sur ces objets mystérieux, mieux nous sommes équipés pour comprendre et prédire leur comportement. Alors continuons à rechercher, explorer et observer les profondeurs de l'espace. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous tomberons sur un trou noir très curieux qui s'approchera un peu trop du Soleil. Espérons que d'ici là, nous soyons déjà sur une planète lointaine. Nous avons envoyé plus de vaisseaux spatiaux pour étudier l'environnement de Mars que toute autre planète. Nous n'avons aucune preuve que la vie existe ou ait jamais existé sur la planète rouge. Mais cela n'a pas empêché certaines personnes de se poser des questions. Principalement à cause des photos que les rovers Perseverance et Curiosity de la NASA prennent régulièrement de la surface de Mars. N'hésite pas à les regarder par toi-même sur Internet. Elles sont gratuites et accessibles à tous. Au fil du temps, des formes bizarres sont apparues ici et là sur ces photos, faisant croire à certains qu'il y aurait des sortes de créatures qui y vivent. En 2008, l'un des rovers a pris une photo d'un rocher qui ressemblait beaucoup à une silhouette féminine. D'autres photos semblaient montrer des silhouettes d'animaux, des ustensiles ou des objets semblables à ceux que nous avons sur Terre. Encore une fois, il y a peu ou pas de preuves de cette théorie, car les roches peuvent avoir toutes sortes de formes et de tailles. Mais il est vrai qu'en voyant certaines photos, on est amené à se poser des questions. De nombreuses personnes de la communauté scientifique considèrent Mars comme le meilleur endroit pour une installation à long terme, même si notre Lune est plus proche. Tout d'abord, parce qu'on pense qu'il y a bel et bien de l'eau sur Mars. Elle est simplement emprisonnée dans des lacs souterrains gelés. En revanche, le sol ne semble pas être riche en nutriments, et il pourrait contenir des produits chimiques dangereux. De plus, sur la planète rouge, la force gravitationnelle ne représente que 38% de celle de la Terre. Il est donc facile de transporter des objets lourds ici. Sur notre Lune, à titre de comparaison, la force gravitationnelle ne représente qu'environ 16,6% de celle que l'on trouve sur Terre. Ici, sur Terre, des experts étudient déjà la question de savoir comment nous pourrions vivre sur Mars. C'est parce que certaines régions de la Terre imitent de près les conditions plus rudes de Mars. L'île Devon, par exemple, située dans l'archipel arctique canadien, est la plus grande île inhabitée de notre planète. Il est facile de comprendre pourquoi il est si difficile d'y vivre. Le sol reste gelé toute l'année et la partie orientale de l'île est recouverte d'une épaisse calotte glaciaire. Les étés durent moins de 50 jours et ne sont pas vraiment chauds. Peu de plantes sont capables de pousser là, de sorte qu'aucune espèce animale ne peut s'adapter pour prospérer et se multiplier. C'est pourquoi le projet Autumn Mars a démarré ici en 1997 pour offrir aux astronautes des possibilités d'études uniques. Il y a peu d'options ici en termes de logistique et de transport, et communiquer avec les personnes en dehors de l'île est aussi un peu plus difficile. Tout cela à cause de la température et du sol stérile. Mais si on pouvait trouver des solutions pour vivre là, on pourrait peut-être le faire sur Mars aussi. Mais quel que soit l'entraînement suivi, les conditions sur Mars sont actuellement inhospitalières. Il y fait notamment très froid. En moyenne, la température est d'environ moins 63 degrés Celsius. Même en été, il ne fait jamais plus de 30 degrés. Et pour couronner le tout, l'atmosphère de la planète est composée de 95,3% de dioxyde de carbone. Donc, il n'y a littéralement aucun moyen de respirer là-bas sans dispositifs spéciaux. Mars n'a pas non plus de champ magnétique à sa surface. Elle est donc attaquée par le rayonnement du Soleil. À cause des variations de température, Mars subit souvent de puissantes tempêtes de poussière, qui peuvent recouvrir la planète entière. Techniquement, ces tempêtes ne peuvent pas nous suivre physiquement, mais la poussière peut obstruer les appareils électroniques et rendre instables les instruments à énergie solaire. On sait aujourd'hui que la vie telle que nous la connaissons est impossible sur Mars, mais a-t-elle jamais existé ? C'est une question débattue depuis longtemps par les scientifiques, depuis que les enquêtes de la NASA ont déterminé que certaines régions de Mars ont été habitables à un moment donné. On ne sait pas pendant combien de temps ni à quelle époque. Et ce n'est pas parce que quelque chose aurait pu vivre que cela s'est réellement produit. D'autres photos récentes de Mars ont montré un coucher de soleil nuageux.
Cela signifie-t-il qu'il pleut aussi sur la planète rouge? Pas vraiment. Pour commencer, sur notre planète, les nuages font des vapeurs d'eau. Et lorsqu'il commence à pleuvoir, l'eau atteint la surface de notre planète sous forme liquide. Ce processus n'est pas le même sur Mars. Étonnamment, il y a plus d'eau dans les nuages de Mars, mais ils sont composés d'eau glacée, un peu comme un fin brouillard glacé. Combiné à l'atmosphère mince et aux températures froides, cela empêche les nuages de tomber à la surface. Les couchers de soleil sont différents là-bas aussi. Selon les spécialistes de la NASA, il y a de la poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le soleil beaucoup plus visible sur Mars, de sorte que les couchers de soleil ont davantage une teinte bleutée. Comme la Terre, Mars est incliné sur son axe, ce qui signifie qu'elle a aussi des saisons. Comme l'hémisphère sud est dirigé vers le soleil lorsque Mars est le plus éloigné, les hivers y sont beaucoup plus froids et les étés beaucoup plus chauds. Le calendrier est aussi différent sur Mars. Une année y dure environ 1,88 années terrestres. Une journée y est un peu plus longue que 24 heures. Même si on devait un jour déménager sur Mars, il faudrait toujours communiquer avec notre Terre. Ce serait un peu difficile à faire puisqu'un message envoyé mettrait environ 15 minutes à atteindre sa destination. Ce n'est pas si énorme compte tenu de la distance totale, mais cela rendrait les appels vidéo plutôt ennuyeux. Aussi difficile que cela puisse être pour l'instant d'y vivre, il y a tout de même beaucoup de choses à voir. Certains scientifiques pensent que si nous parvenions à coloniser complètement Mars, une liste d'endroits serait rapidement déclarée parc national. Comme par exemple la zone entourant Olympus Mons, qui est le plus grand volcan connu du système solaire. S'étendant sur plus de 25 km. Valles Marineris serait aussi un de ces endroits. C'est un énorme complexe de vallées dont la distance est à peu près celle de Los Angeles à New York. Mars possède aussi de chouettes calottes polaires, qui connaissent parfois des chutes de neige sèches. Saturne et Uranus sont des planètes uniques dans notre système solaire grâce à leurs anneaux. Mars n'en a peut-être pas encore, mais pourrait bien avoir son propre anneau à l'avenir. Ne nous emballons pas trop non plus. On estime que cela pourrait prendre des dizaines de millions d'années. La plus grande lune de Mars, appelée Phobos, sera déchirée à un moment donné. Les débris qui en résulteront se déposeront dans un anneau rocheux autour de Mars, ressemblant à celui de Saturne et d'Uranus. En parlant de lunes, Mars en a deux, en tout cas à notre connaissance. En plus de Phobos, il y a aussi un autre objet appelé Deimos. Les deux ont été découvertes par un astronome américain nommé Asaph Hall en 1877. Le scientifique était sur le point d'abandonner sa quête des lunes de Mars. Mais heureusement, on l'a incité à poursuivre le projet. La nuit suivante, il est tombé sur Deimos. 6 jours après cette première découverte, il a trouvé Phobos. Ces deux objets spatiaux pourraient être en fait des astéroïdes, capturés par la gravité de Mars. Une autre théorie suggère qu'ils se sont formés en orbite autour de Mars, à peu près au même moment où la planète est apparue. Le fait que Mars ait une gravité vraiment faible pourrait aussi être la raison de cet événement fascinant. Mars a été frappé par de gros astéroïdes il y a de nombreuses années, tout comme notre planète. Une grande partie de ces débris est sûrement retombée à la surface, mais certains ont été éjectés dans l'espace car la gravité de Mars n'était pas assez forte pour les attirer. Ils ont fait un sacré voyage, certains d'entre eux ont même fini sur Terre. Ces morceaux de Mars nous ont d'ailleurs aidés à comprendre les caractéristiques uniques de la planète rouge. Nous avons continué à envoyer des robots sur la planète rouge avec beaucoup de succès au cours des dernières décennies. Mais il est encore assez difficile d'imaginer que les humains atterrissent sur Mars. Même en considérant la technologie actuelle des fusées, le voyage prendrait 6 mois. Et c'est un scénario optimiste si tout se passe bien à bord. Après l'atterrissage, les humains seront exposés aux radiations de l'espace lointain et à la microgravité. Ces deux éléments ont de graves effets sur le corps humain, et nous n'avons pas encore trouvé les moyens de les contrer. C'est pourquoi les recherches sont menées en permanence sur la Station spatiale internationale concernant les effets à long terme de la microgravité. Est-il possible d'éteindre le Soleil? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil.
Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et... immortel? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien? Sérieusement? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire, nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble. Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des milliards et des milliards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie. Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène.
Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus important encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit merci pour le coup de pouce. Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour. Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur. Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au Soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau ? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru ? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures ! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'était-il pas responsable de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète ? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme ? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh ! Toute la Terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres, parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non ? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non. Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. Les océans absorbent une énorme quantité de CO2, ainsi que la chaleur provenant du Soleil. Ils distribuent également cette chaleur à travers la planète, la rendant agréable à vivre. Mais une fois qu'ils auront disparu, les températures grimperont rapidement pour atteindre 120 degrés Celsius et plus. Mais même si nous oublions ces températures infernales, nous n'avons de toute façon plus de nuages. Et ils nous étaient tout aussi utiles en ne laissant pas passer le rayonnement solaire. Nous nous trouvons donc aussi sous l'impact direct des rayons du Soleil. Notre dernier espoir, ce sont les icebergs. Maintenant que tout est terriblement chaud, ils ont fondu. Et ils seront peut-être le dernier espoir de l'humanité. Mais cette mini-éruption solaire en valait vraiment la peine, n'est-ce pas ? Prêt à tester tes connaissances ? Naturellement. Tu obtiendras 1 point pour chaque bonne réponse. N'attendons plus. Le Soleil est jaune. Penses-tu que c'est un mythe ? Si tu demandes à quelqu'un de te dessiner le Soleil, il y a de fortes chances que tu obtiennes un cercle jaune ou orange dans le ciel. Mais surprise, le Soleil n'est pas vraiment jaune. Si tu pouvais le voir depuis un point situé hors de l'atmosphère terrestre, il serait blanc. Comment cela se fait-il ? Selon la NASA, c'est à cause de sa température que le Soleil est blanc. Il est composé de toutes les couleurs mélangées. C'est donc ainsi qu'il devrait nous apparaître. Alors pourquoi le voyons-nous jaune ou orange depuis la Terre, d'après toi ? Les longueurs d'onde jaunes et oranges, qui sont plus longues que les autres, sont les seules qui nous parviennent de si loin. Les autres couleurs, à courte longueur d'onde, s'éparpillent dans l'atmosphère. Et c'est pour la même raison que le ciel nous apparaît bleu pendant la journée. Les météorites sont aussi brûlantes que le feu lorsqu'elles atterrissent sur Terre. Qu'en penses-tu, mythe ou réalité ? Lorsque les gens voient une boule de feu autour d'une météorite, ils disent qu'elle est super chaude, mais c'est un mythe. Les météorites n'atterrissent pas immédiatement sur Terre. La plupart d'entre elles sont dans l'espace depuis des milliards d'années. Et l'espace est un environnement froid.
un froid de quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Mais les météorites ne tombent-elles pas sur Terre en brûlant? Comment cela se fait-il? Ce qui est en feu, c'est en réalité l'air qui se trouve devant la météorite. Il est comprimé par la vitesse super élevée de la météorite. Sa surface est donc effectivement en feu, mais cette couche superficielle s'éteint au moment de l'impact sur Terre. Comme tu l'auras probablement deviné, lorsqu'elles atterrissent, les météorites sont tout au plus tièdes, et non pas chaudes comme de la lave. L'une des faces de la Lune est constamment dans l'obscurité. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un fait réel? C'est un mythe. Non mais, d'abord le Soleil et maintenant la Lune? Vivons-nous donc tous dans le mensonge? Alors voilà, les gens regardent le ciel et ne voient que le côté éclairé de la Lune. Mais la réalité, c'est que le Soleil brille de manière égale sur tous les côtés de notre satellite qui tourne autour de la Terre. Une moitié de la Lune est dans l'ombre et l'autre moitié reçoit la lumière du Soleil. Ce n'est pas vrai. Tout comme sur notre planète, il n'y a pas de côté sombre permanent sur la Lune. La logique est simple, la Lune tourne autour de la Terre et elle tourne sur son propre axe et ce de manière synchrone. Voilà pourquoi on ne la voit toujours que d'un seul côté. Les trous noirs absorbent tout ce qui se présente à eux. Alors, mythe ou réalité? Les trous noirs n'ont pas une masse et une force gravitationnelle infinie. Mais malgré tout, personne ne sait vraiment avec certitude ce qui arrive aux objets qu'ils attirent. Les experts savent cependant que les trous noirs ne sont pas dotés d'une supergravité. Imaginons ceci. S'il y avait un trou noir à la place de notre Soleil, il n'absorberait pas forcément tout de suite notre planète. Représente-toi les trous noirs comme des aspirateurs. Il attire la poussière qui se trouve à proximité de leur rayon d'action. Mais la poussière hors de ce rayon n'est pas affectée. Donc même si un jour un trou noir venait à remplacer le Soleil, les planètes continueraient d'orbiter comme elles le font depuis des temps immémoriaux. Elles ne plongeraient pas forcément dans le trou noir. Mais si une étoile par exemple entrait dans le rayon d'action du trou noir, alors là oui, sa gravité aurait des conséquences. Lorsque tu appelles quelqu'un au téléphone, le signal est envoyé par un satellite. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Ou plutôt une légende urbaine, ou une idée fausse, comme tu préfères. Il existe bien sûr des téléphones satellites, mais nous, les gens ordinaires, ne les utilisons pas tous les jours. Ton téléphone portable fonctionne de façon très différente. Lorsque tu appelles quelqu'un, l'antenne la plus proche te connecte à ton interlocuteur. Il y a tout un système de connexion entre les antennes. Le réseau est immense, ainsi que des câbles qui, eux, ne sont pas visibles. La Lune n'a pas d'apesanteur. Qu'en penses-tu? Mythe ou réalité? C'est une légende urbaine. Demande à n'importe quel astronaute. Si tu n'en connais pas, fais-moi confiance. Il existe des images prouvant que la Lune est dotée d'une pesanteur. Mais quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est comme sur Terre, où la pesanteur fait tomber des pommes sur la tête des savants. La pesanteur de la Lune correspond seulement à environ 1/6 de celle de la Terre. Quelle sensation cela fait-il de marcher sur la surface de la Lune? Le deuxième homme qui y a posé le pied, Buzz Aldrin, a dit que c'était comme se déplacer au ralenti et peut-être un peu comme sur un trampoline, mais sans les ressorts et l'instabilité. Le coucher de soleil sur Mars est bleu. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité? C'est un fait. De magnifiques couchers de soleil, le ciel rempli de différentes nuances de jaune. Imagine maintenant la même chose, mais en bleu. Selon la NASA, les couchers de soleil sur Mars seraient bleus, vus à l'œil nu. La raison de cela, c'est la poussière. Les particules de poussière qui sont plus proches du soleil apparaissent dans des tons bleus. Il existe un phénomène appelé tremblement de lune. Est-ce un mythe ou un fait, selon toi? C'est un fait. Des séismes surviennent aussi sur la Lune, et on appelle ça des tremblements de lune. Ils ont toutefois des caractéristiques différentes, pas vraiment similaires aux tremblements de terre que nous connaissons. Il existe une planète assez chaude pour faire s'évaporer les roches. Alors, une idée? Est-ce un mythe ou un fait? C'est un fait. La température dans cet univers peut effectivement atteindre des niveaux très élevés, et il existe une planète dont la température est suffisamment haute pour faire fondre et même s'évaporer les roches. Elle est 2 fois plus grande que la Terre. Cette super-Terre est similaire à notre planète, mais elle est beaucoup trop chaude. Les experts pensent qu'elle possède peut-être des océans de lave, ainsi que des nuages, d'où tombe une pluie de roches fondues. 1 million de terres pourraient tenir à l'intérieur du Soleil. Penses-tu qu'il s'agit d'un mythe ou d'un fait? C'est un fait. Le Soleil est une étoile parmi plus de 100 milliards dans la Voie lactée. Et en effet, elle pourrait contenir 1 million de terres. Eh oui, il a l'air plutôt petit quand on le voit d'ici, mais c'est seulement parce qu'il est très loin de nous.
Toutes les comètes ont une queue, mythe ou réalité? C'est vrai, certaines queues de comètes ne sont tout simplement pas visibles. Elles ont l'air d'une boule de neige que quelqu'un aurait jetée dans l'espace. L'espace est complètement silencieux. Qu'en dis-tu? Chut, je sais que c'était trop facile. Il s'agit bien d'une réalité. L'espace n'a pas d'atmosphère. Il est donc impossible d'y entendre le moindre son. Mercure est la planète la plus chaude. Mythe ou réalité? Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Alors cela doit être une réalité, non? Eh bien non, pas vraiment. Vénus, qui est la deuxième planète en partant du Soleil, est la plus chaude de notre système solaire. La distance par rapport au Soleil n'est pas ce qui définit la température d'une planète. Sa chaleur dépend de l'atmosphère. Ainsi, l'atmosphère de Vénus se compose principalement de dioxyde de carbone et d'un peu d'azote. Cette combinaison rend l'atmosphère très épaisse. Quand je dis épaisse, je veux dire vraiment épaisse. Tout au long de l'année, la surface de Vénus reste à une température d'environ 460 degrés Celsius. À la surface de Mercure, c'est un peu comme dans un désert, mais les variations de température y sont beaucoup plus importantes. Mars possède une gravité plus faible que celle de la Terre. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Par exemple, une personne qui pèse environ 100 kg sur Terre ne pèserait qu'à peu près 38 kg sur Mars. Vénus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'en penses-tu? C'est un fait. Vénus tourne en sens inverse par rapport à de nombreuses planètes. Le Soleil s'y lève à l'ouest et sa rotation est très lente. Il faut par ailleurs 225 jours terrestres à Vénus pour compléter sa rotation autour du Soleil. La distance d'une planète par rapport au Soleil affecte sa durée de rotation. Vénus est très proche de notre astre et bien sûr il exerce une force d'attraction sur les autres planètes. Les empreintes de pas sur la Lune mettent des millions d'années à s'effacer. Penses-tu qu'il s'agit là d'une réalité ou d'un mythe? C'est une réalité. La Lune n'a pas d'atmosphère, il n'y a donc pas de vent. Et sans vent, comment les empreintes de pas pourraient-elles être effacées? Alors, combien de points as-tu obtenu? Dis-le moi dans les commentaires.